des élections communales de 2024, les enjeux locaux prennent une importance cruciale pour l'avenir de nos villes et communes. Les citoyens auront l'occasion de choisir leurs représentants, ceux qui façonneront les politiques locales dans des domaines aussi variés que d'autres, dans l'aménagement du territoire, l'éducation, la sécurité ou encore l'environnement. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Ahmed El Khannous, chef du parti Molenbeek, autrement pour discuter de sa vision pour cette élection cruciale. Comment son parti envisage-t-il de répondre aux préoccupations locales? Quelles sont les solutions qu'il propose pour les défis actuels et comment se démarque-t-il des autres forces politiques? Première question. Pourquoi avez-vous décidé de créer un parti politique à Molenbeek? Alors, je tiens à vous remercier de m'avoir invité aujourd'hui pour pouvoir un peu expliquer ce qu'est notre mouvement citoyen Molenbeek autrement, Molenbeek Anders. Et pour répondre directement à votre question, c'est très simple. Il y a 3 ans et demi, à peu près 4 ans, j'étais moi-même membre du CDH qui est devenu après les engagés et je l'ai été pendant plus de 20 ans. J'ai été même vice-président de ce parti à Bruxelles. J'ai pu siéger comme député régional aux couleurs, en portant les couleurs de ce parti, mais aussi en étant échevin pendant 12 ans de ce parti. Il s'avère que ce parti s'est droitisé. Nous avons en vain, avec de nombreux militants, des députés, des échevins, mais aussi des conseillers communaux, essayé de rappeler que lorsque nous avons adhéré à ce parti, c'était pour ses valeurs humanistes, des valeurs qui prenaient leur source dans un humanisme, je dirais, qui met dans ses préoccupations, dans ses priorités, le citoyen au centre et pas comme ils le font aujourd'hui. On le voit à travers de nombreuses mesures qu'ils sont en train de proposer avec leurs partenaires, d'ailleurs le MR, qui devient presque leur partenaire naturel, des mesures qui vont à l'encontre des intérêts de toute une série de parties de la population. Et pour nous, ça devenait très difficile de pouvoir, sous un parti qui prenait des positions qui vont à l'encontre de mes principes et de mes valeurs. Et donc c'est comme ça, après de nombreuses péripéties, il y a eu, que ce soit la question socio-économique, que ce soit la question de l'abattage rituel, où clairement les engagés se sont positionnés pour interdire l'abattage rituel sans détournissement, et bien d'autres choses encore par rapport à certaines politiques. Nous avons décidé, moi et d'autres, de quitter ce parti. C'est comme ça qu'est venue l'idée que nous avons préparé bien avant de créer le mouvement citoyen Molenbeek Anders, Molenbeek autrement, qui est un mouvement qui est porté par des Molenbeekois pour les Molenbeekois. Et dans nos préoccupations, c'est vraiment de pouvoir améliorer le quotidien de nos concitoyens par rapport à toute une série d'enjeux qui sont importants, que ce soit la jeunesse, le logement, la sécurité, la propreté publique, la bonne gouvernance d'ailleurs, qui est le premier point de notre programme, parce qu'on dit que le nerf de la guerre, entre guillemets, c'est l'argent. Nous avons un budget communal qui sert à financer toute une série de services offerts à la population. Depuis 6 ans, celui-ci a été complètement détruit par la majorité PS-MR en place, dirigée par Catherine Gros. Nous avons cessé de tirer la sonnette d'alarme et donc notre mouvement est un mouvement citoyen qui a envie de mettre au centre les citoyens et se préoccuper de leurs besoins pour créer une harmonie dans la commune et revenir à ce qu'on a connu dans le passé, c'est-à-dire un environnement sain, bien géré, au service de la commune. Quelles lacunes ou problèmes avez-vous identifiés dans les partis existants qui vous ont poussé à créer votre propre mouvement? Moi, les problèmes que je constate au sein des partis qu'on dit traditionnels, c'est cette incapacité à se remettre en question. Le fait, par exemple, je le vois maintenant avec cette majorité MR-PS, parce qu'on focalise sur Catherine Gros, qui est un mauvais capitaine de bateau. D'ailleurs, je me suis permis une métaphore au conseil communal en parlant du Titanic. Elle est le capitaine du Titanic, qui est un nouveau bateau qui a quitté le port, qui vaguait vers sa destination, et puis qui a percuté un iceberg, malgré le fait qu'on lui dit attention, attention, vous allez dans la mauvaise direction. Il y avait un capitaine, mais il y a toujours un second, et le second c'était le MR, qui voyait que toute une série de décisions qui ont été prises étaient mauvaises. Je pense ici au démantèlement de l'ASBL Molenbeek Sport, qui a coûté énormément d'argent à la commune, mais aussi qui a provoqué une politique de clientélisme, de dysfonctionnement. Je pense ici à le fait qu'on ait fait toute une série de choix d'investissement qui ont aujourd'hui ruiné la commune, la nomination de personnel qui coûte 4 millions d'euros en plus chaque année. Je pense ici à des affaires qui ont défrayé la chronique. Nous avons nous-mêmes, moi et un autre collègue, déposé plainte auprès de la justice
par rapport à des marchés publics où il y a eu de gros problèmes. Et tous ces marchés publics sont passés au collège où se trouve le partenaire MR et ils ont brillé par leur silence, alors qu'ils savaient pertinemment bien qu'il y a des choses qui allaient impacter la commune dans son fonctionnement, qui allaient impacter la commune avec des conséquences très graves pour les concitoyens, parce que la situation fait que, suite à cette mauvaise gestion, vous avez plus de services à la population. Dans nos écoles, on demande aux enfants de venir avec des rouleaux de papier de toilette, ou avec des rames de papier pour imprimer des documents. Il n'y a plus d'argent. Aujourd'hui, nous sommes en cessation de paiement. Aujourd'hui, nous sommes le 9 octobre 2024. Nous n'avons toujours pas le compte de 2023. Il faut savoir que la loi oblige le collège, la bourgmestre, de nous présenter les comptes de la commune avant le 30 juin de l'année en cours, donc le 30 juin 2024. Non, pas encore de compte. On ne sait pas quelle est la situation financière. Nous entendons, de par certains fonctionnaires qui ont accès aux chiffres, que la situation est catastrophique. Nous sommes en faillite, nous sommes en cessation de paiement. Et donc voilà ce que moi je reproche aux partis, c'est les partis traditionnels, c'est ce manque de sens de la responsabilité, c'est de acquiescer à des choix, à des décisions qui ont des conséquences pour la population. Lorsqu'on lance une initiative politique et qu'elle va dans le bon sens, quelle que soit la formation politique, il n'est pas normal qu'on accepte que quelqu'un qui prend le relais puisse détricoter cette politique. Je prends l'exemple d'une structure qui a été mise en place pour le Bexport. On a créé une régie sportive qui a coûté 85 000 €, qui aurait ramené énormément d'avantages à la commune, donc aux habitants. Le fait que ce soit M. Elkanous, qui était membre de l'ancienne majorité, qui a initié ce projet avec l'argent du contribuable, c'est pas mon argent, eh ben, on a décidé de mettre ce projet à la poubelle et aujourd'hui on le paye cash. Et ça, c'est un des reproches parmi tant d'autres que je fais aux partis traditionnels qui ont trop dirigé la commune de Molenbeek. Quels sont les grands axes de votre programme? Mais comme je disais tout à l'heure, le premier axe qui est fondamental pour moi, et c'est la base de tout, s'il n'y a pas de bonne gouvernance, s'il n'y a pas d'honnêteté, de la rigueur, de la compétence dans la gestion de la chose publique, on ne peut pas avancer. C'est-à-dire quand vous avez... Parce que vous savez, on fait de la politique pas pour se servir, hein, mais pour servir nos concitoyens. Malheureusement, cette législature-ci, en tout cas cette majorité qui est aux commandes, a permis des choses qui sont incroyables. Donc pour nous, il est fondamental, et ce sera une des conditions pour pouvoir être associé à une majorité, c'est remettre les règles qui existent déjà d'ailleurs. Il y a déjà un cadre légal, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas accepter qu'un collaborateur d'un échevin aille un mois avant l'initiation de collège acheter pour 35 000 € des tapis rouges et d'éclairage. C'est pas possible. Et puis vous avez la tutelle, on dépose plainte, la tutelle qui annule. Finalement, c'est la population molenbeekoise qui paye 35 000 €. C'est pas ça qui a évidemment mis la situation qu'on connaît aujourd'hui financière en difficulté de la commune, mais ça montre l'incompétence, la malhonnêteté et cette gestion catastrophique. Je pourrais encore vous parler de très nombreux autres projets. C'est le respect des travailleurs. Trop inacceptable qu'un politique s'ingère dans le fonctionnement de l'administration en mettant en place des politiques de népotisme, de clientélisme. On fait rentrer quelqu'un dans l'administration qui est incompétent, mais parce qu'il a la bonne couleur politique, ou c'est l'ami de X ou Y qu'on engage. C'est inadmissible. On ne peut pas, dans une commune de 100 000 habitants, où vous avez 145 nationalités, se permettre ce genre de politique. L'administration doit être au service de la population et il faut des règles de bonne gouvernance. Ça, c'est notre premier axe fondamental dans notre programme. Et puis, il y a évidemment la politique du logement, où nous avons des projets très concrets pour améliorer la situation au niveau du logement. C'est la politique de la sécurité. La sécurité, pour moi, elle a deux faces. Il y a une face qui est fondamentale, qui est essentielle, qui me tient à cœur, c'est celle de la prévention. Faire en sorte que nos jeunes soient accompagnés là où c'est possible pour empêcher qu'ils basculent dans la délinquance. Et alors il y a l'autre face qui est pour moi la tolérance zéro. Il y a des comportements dans le chef de certains qui sont inadmissibles. Et là nous devons évidemment faire en sorte que nos concitoyens soient en sécurité. Donc vous avez ici 3 axes qui sont importants, nous en avons 6. Mais derrière tous ces axes, il y a encore évidemment toute une série de propositions qui sont faites. Je donne un exemple qui tient beaucoup à cœur. On a beaucoup parlé du Good Move à Bruxelles. Nous, à Molenbeek, il y a eu une implémentation de certains choix politiques qui ont fait un Good Move déguisé. On a fait des travaux dans certaines rues. On a supprimé 40% des places. J'ai pris l'initiative d'accompagner les habitants de 3 rues. À leur demande d'ailleurs, et je les en remercie. Nous sommes rentrés dans un bras de fer avec Catherine Moureau et à l'époque l'échevin des travaux Jeff Van Damme, qui voulait rénover une rue qui s'appelle la rue Bedin et 2 rues adjacentes pour rénover la voie carrossable et les trottoirs, mais on faisait perdre 40% des places.
J'ai participé à ces réunions, j'ai expliqué les enjeux de cette rénovation et j'ai pu démontrer aux habitants qu'ils allaient perdre 40% des places comme ça s'est passé dans des rues où il y a eu ce type de rénovation. Les habitants ont accepté et ont défendu le fait qu'on devait mettre en place une consultation populaire. C'est quoi une consultation populaire? On demande aux habitants, est-ce que oui ou non, vous acceptez ces travaux? Donnez-nous votre avis. Parce que c'est vous qui habitez là-dedans. C'est vous le matin qui allez revenir de votre travail, du matin au soir, quand vous rentrez, vous allez rouler pendant 1h30 dans le quartier pour trouver une place. C'est vous qui êtes concernés. Et nous, en tant que responsables politiques, responsables d'une commune, notre priorité, c'est de permettre d'améliorer la situation de nos habitants. C'est-à-dire, on n'a pas créé des problèmes aux problèmes. Lorsqu'il y a des rénovations à faire, c'est vrai le problème de l'environnement est un problème qu'on doit prendre à bras le corps. Mais ce n'est pas les petits travailleurs qui doivent le payer, ce n'est pas les petits ouvriers, ce n'est pas ceux qui travaillent tous les jours, qui doivent arriver, qui ont investi dans un véhicule, pas par plaisir de rouler, pour aller travailler, pour aller nourrir leurs enfants, pour aller conduire les enfants à l'école, devoir revenir et devoir se battre pour trouver une place qu'ils ne trouveront pas parce qu'il y a tellement de voitures par rapport à notre place disponible, et garer la voiture n'importe comment, recevoir des amendes parce qu'ils ont commis une infraction au code de la route, ce n'est pas admissible. Et donc, dans cet exemple que je viens de donner, la population a choisi de ne pas marquer son accord pour les travaux. Et ils ont raison de le faire. Les travaux n'ont pas eu lieu. Il y a eu quelques commentaires des travaux de l'époque qui disaient « mais on ne fera rien ». Non, monsieur, vous ne ferez pas rien. Vous allez entretenir ces rues. C'est votre obligation légale. Votre obligation, c'est vous avez été élu pour vous occuper de la population. Donc, l'entretien des rues, vous allez le faire. La rénovation, c'est un autre sujet. Parce qu'effectivement, il y a une ordonnance régionale qui impose une suppression d'un certain nombre de places. Mais moi, en tant que responsable politique, je n'accepte pas cette ordonnance. Moi, si ce sont des ordonnances qui sont votées pour mettre en difficulté la population, je suis désolé, les gens qui décident de ces ordonnances ont fait des mauvais choix. Et ce n'est pas la population de les payer. Quelle est l'idéologie qui sous-tend votre parti? Mais il n'y a pas... Vous savez, au niveau local, il n'y a pas beaucoup d'idéologie, hein, qu'on soit de gauche ou de droite. Évidemment, avec les extrêmes qu'il faut repousser. Moi, l'extrême droite surtout, ils n'ont pas leur place dans la gestion de la cité, de la chose, d'une commune. Par contre, ce qui doit primer, c'est le pragmatisme. L'idéologie, il faut le mettre de côté. Moi, vous savez, les gens qui viennent avec des grands discours électoraux, non, les gens, ils ont besoin de quoi? Des rues propres, on s'occupe de la jeunesse, de nos écoles, de la politique du logement, de la sécurité. Les gens, ils n'ont pas besoin de venir leur lire n'importe quelle, je dirais, source idéologique, que ce soit Karl Marx ou que c'est. Non, les gens, ils ont besoin qu'on s'occupe correctement de la commune, qu'on gère la commune en bon père de famille, que vous faites pour les enfants des autres ce que vous souhaitez pour vos enfants, que vous entretenez les infrastructures comme vous l'auriez fait pour votre maison. C'est ça que les gens veulent. Les gens n'ont pas besoin de quelqu'un qui vient faire des envolées lyriques ou commencer à raconter sa vie. C'est pas ça que les gens veulent. Ils veulent les gens, les citoyens, quels qu'ils soient, quelle que soit leur origine. Ils veulent une commune qui soit bien gérée, où on lutte contre un certain nombre de fléaux, malpropreté, insécurité, la problématique de la toxicomanie, même si au niveau local, on peut être démuni par rapport à certains choix, mais nous avons des leviers. Et les peu de leviers que nous avons, on doit être capable d'activer correctement dans l'intérêt de la population. Comment comptez-vous répondre aux défis spécifiques de Molenbeek, comme la diversité culturelle et les problèmes socio-économiques? Mais la diversité culturelle à Molenbeek, elle est là, elle est criante, elle est réelle. Et sincèrement, moi je suis quelqu'un du terrain. Je vois ce qui se passe, le foisonnement culturel, les échanges qu'il y a entre des personnes issues de tous les horizons, la création artistique. Je vois très bien ce qui se passe au niveau des associations. Il y a un travail remarquable qui se fait. Malheureusement, je pense qu'il n'est pas souvent mis en avant comme il devrait. Et donc le défi, d'abord au niveau politique, qui doit être le nôtre, c'est de faire en sorte que, au niveau des services offerts par l'administration communale, c'est qu'il y ait une équidistance. Nous, en tant qu'administration communale, on doit être neutre. Le service qu'on donne à la population, ça doit être un service qui doit être imprégné de cette neutralité. C'est-à-dire, quelle que soit votre origine, votre orientation, quelle que soit votre couleur de peau, votre religion, on doit vous traiter tous sur le même pied d'égalité. C'est ça le plus important. Pour moi, c'est le premier défi. C'est qu'il faut une administration forte qui soit au service de toute la population dans toute sa diversité. Ça, c'est le défi qu'on doit remplir. Et c'est pour ça qu'on doit être attentif lorsqu'on travaille sur la déclaration de politique communale avec les partenaires. Ça doit être évoqué, comme vous l'avez fait très bien dans votre question, on doit être au service de tous. Molenbeek est souvent associé à des problèmes d'intégration et de radicalisation. Quelle est votre approche pour traiter ces questions? Je pense qu'il y a
d'abord, l'intégration, pour moi, ça ne veut rien dire. Si l'intégration il doit y avoir, c'est l'intégration socio-économique. C'est-à-dire qu'on doit permettre à nos jeunes ou à nos concitoyens de bien se former pour trouver une place sur le marché de l'emploi. Pour moi, c'est ça qui est fondamental. Avoir une vie épanouie, travailler ou étudier, avoir une vie culturelle, une vie sportive, pouvoir échanger entre concitoyens, quel que soit. Vous savez, moi je suis quelqu'un qui a toujours travaillé sur la fabrication, la construction de ponts. Il y a des gens qui me construisent des murs entre les concitoyens. Moi j'aime bien les ponts. Je ne sais pas pourquoi, je préfère les ponts que les murs. Voilà. Et donc, il faut continuer à travailler sans naïveté. Sans naïveté, parce que malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas là pour, je dirais, faire en sorte que, et je vais faire le lien avec le radicalisme, faire en sorte que, justement, il y ait, je dirais, une cohésion sociale dans notre société. Au contraire, ils aiment bien monter les gens les uns contre les autres, que ce soit l'extrême droite, que ce soit que certains mouvements religieux de notre communauté, religion islamique, donc la religion islamique. Mais par rapport au radicalisme, il y a un travail de prévention à faire. Parce qu'il faut faire en sorte que nos jeunes ne soient plus, parce qu'on a connu ça il n'y a pas longtemps. Moi, je veux attirer l'attention des personnes qui suivent votre émission. On a connu des moments dramatiques, où nous avons des jeunes qui sont partis en Syrie, qui sont morts, qui ont posé des actes qui ont causé la mort d'innocents, et on n'est pas à l'abri que ça se reproduit. Et nous avons tous une responsabilité, les responsables des mosquées, les responsables politiques, nous avons les responsables même du clergé, nous devons travailler ensemble, main dans la main. D'ailleurs, ça a été un des points de rupture avec mon ancien parti, qui aimait bien se focaliser sur les musulmans, au lieu, avec Georges d'Allemagne, pour ne pas le citer, je vais faire sa publicité, au lieu de se focaliser, au lieu de pousser les gens à s'unir contre toutes les formes d'extrémisme. Moi, je suis dans cette démarche-là. L'extrémisme, quel qu'il soit idéologique ou religieux, n'a pas sa place dans notre société. Et donc, il y a un travail à faire, parce que je pense que nous ne sommes pas à l'abri, il y a un travail à faire de sensibilisation de nos jeunes pour qu'ils ne soient pas perméables au discours de haine et au discours du repli identitaire. On doit travailler main dans la main, mais ces jeunes-là, qu'ils soient filles ou garçons, quelle que soit leur origine, on doit aussi leur donner la possibilité de pouvoir trouver leur place dans la société. C'est pour ça qu'il faut travailler contre le décrochage scolaire, qu'il faut travailler sur l'accès à la culture, l'accès à du sport, mais dans de très bonnes conditions, etc., etc. Et alors, il faut être extrêmement radical par rapport aux porteurs de discours de haine. Ceux-là, il ne faut pas leur laisser la possibilité de se répandre dans la société. Et ça, c'est aussi le rôle de l'État, la justice et la police. Je pense qu'il faut être proactif par rapport à ce genre de choses pour pas qu'on revive les horreurs qu'on a connues dans le passé. Comment envisagez-vous de favoriser l'emploi et l'entrepreneuriat local dans une commune qui a souvent été stigmatisée? Moi, c'est un de mes dadas. Ce qu'on appelle l'ISP, l'insertion professionnelle, c'est un de mes dadas. J'y travaille depuis quelques décennies. Je suis un des cofondateurs du centre de formation Bonne Vie, il y a 38 ans, donc ça bien avant que vous soyez né, je crois. Et donc, c'est une matière que je connais relativement bien. D'ailleurs, je peux le dire, l'actuel échevin de l'emploi qui m'a remplacé, c'est le seul échevin à qui j'ai transmis tous les dossiers qui étaient en cours, et les Molenbeekois peuvent en témoigner. Nous avons quasi tous les 3 mois lancé un projet avec des entreprises privées, je ne vais pas citer le nom des entreprises, avec un concept nouveau que j'ai initié qui s'appelle les Midis de l'Oreca. Ce sont des jeunes qui se formaient chez nous à la mission locale de Molenbeek, dont j'étais le président. À l'issue de leur formation, quelques semaines avant, on faisait bien des employeurs qui cherchaient des profils de commis de cuisine, commis de salle. On les invitait pendant l'heure du midi, avec un repas gastronomique, et ils venaient voir les jeunes travailler en cuisine, voir comment est-ce qu'ils se débrouillaient en cuisine, et puis ils venaient voir les jeunes en salle, ce qu'on appelle les commis de salle, et à l'issue de cette matinée, vous avez 80% des jeunes qui étaient engagés. On n'est pas dans des formations où on te dit, viens X ou Y, tu as une formation ici, puis après ta formation qui dure 6 mois, 1 an, on te laisse livrer à toi-même, tu ne trouves pas de travail, on te propose une autre formation, ça ne va pas. Lorsqu'on propose une formation à un jeune, il faut qu'à l'issue de cette formation, il ait 80-90% de chances de trouver un travail. Ça, c'est un des défauts de la formation professionnelle, quels que soient les métiers, c'est en matière d'accompagnement. Nous, on a trouvé des formules qui ont mis des jeunes au travail. J'ai travaillé avec des grandes enseignes, je ne vais pas les citer. On passe un accord, on présente 40 jeunes, filles et garçons, qui ont suivi une formation à la mission locale, une formation très courte. À l'issue de cette formation, ces jeunes viennent assister à une journée avec les employeurs, et à l'issue de cette journée, les employeurs choisissent 20 travailleurs parmi les 40. Et donc, on doit donner de l'espoir à nos jeunes,
nos demandeurs d'emploi. Pas oublier que Molenbeek, c'est la première, voire la deuxième, il se dispute avec Saint-Josse, commune où il y a le taux de chômage le plus élevé. C'est la commune où il y a le taux de pauvreté le plus élevé, de nouveau avec Saint-Josse. Donc on ne peut pas se permettre d'occuper des responsabilités au niveau de la commune. Alors il faut être honnête, hein, ce n'est pas la commune qui va régler le problème du chômage, hein, c'est au niveau régional et au niveau fédéral. Moi, je suis très inquiet parce qu'aujourd'hui, avec la mesure qui est proposée par, en tout cas, le nouveau gouvernement qui se met en place au niveau fédéral, l'exclusion après 2 ans de chômage, je trouve que c'est une très mauvaise idée. C'est transférer le problème de la mise en emploi au niveau local avec les charges financières qui vont encore plus mettre en difficulté les finances communales. Et évidemment, pour nous, on ne connaît pas encore les détails de cette mesure, c'est extrêmement délicat et dangereux pour le futur des communes en général. Quels sont vos projets pour améliorer la sécurité et la cohésion sociale à Molenbeek? Mais d'abord, on a un certain nombre d'acteurs très intéressants, très importants, qui sont des acteurs publics ou privés. Un certain nombre d'associations qui œuvrent sur Molenbeek depuis très longtemps et qui font un travail, pour la majorité d'entre elles, remarquable. Il y a un accompagnement des jeunes pour faire en sorte que ceux-ci puissent réussir leur scolarité, parce que pour moi c'est la base. Lorsque vous vous engagez dans la voie de la scolarisation, primaire évidemment, puis secondaire, et ensuite même supérieure universitaire, il y a, je pense, un nombre d'associations qui proposent un encadrement, un accompagnement avec des gens compétents, c'est de faire en sorte justement que ces jeunes puissent atteindre leur objectif, c'est-à-dire réussir leur scolarité et leur parcours de vie. Mais c'est aussi tendre la main à ceux qui ont échappé à ce process. Ces jeunes qui ont décroché, qui se retrouvent dans la rue, qui à un moment donné sont tentés par l'argent facile. Le risque qu'il faut toujours prendre en considération, c'est le moment de basculement. Parce que dès le moment où vous avez un jeune qui commence à avoir 1000, 2000 euros par jour en vendant leur saloperie, en vendant des drogues, quand vous venez avec une proposition pour une formation, ça devient très compliqué. Donc il faut faire un travail en amont avant justement ce basculement. Si vous arrivez à avoir... Moi j'ai fait par exemple un exemple d'action que nous avons menée avec des jeunes. Je suis à l'origine d'un certain nombre de partenariats avec le Maroc et le Sénégal. Nous avons pris des jeunes, et ça fait aussi écho à la question de radicalisation. Nous avons pris des jeunes qui ont participé, des jeunes qui étaient scolarisés à un projet avec une association flamande qui s'appelle Un cœur pour le Sénégal. Nous avons construit une école qui accueille 850 élèves dans la deuxième ville du Sénégal. Je peux vous dire que les jeunes, une centaine de jeunes qui sont passés par là, qui ont participé à cette expérience, parce que c'est collecter des moyens financiers à travers des activités ici à Molenbeek, c'est aller sur place, participer au chantier solidaire. Vous avez des jeunes qui vont commencer à peindre, qui vont commencer à aider pendant 2 semaines. C'est aller à la rencontre des étudiants, aller à la rencontre des habitants qui vivent dans des situations de pauvreté extrême. Donc vous allez voir comment les gens, malgré la pauvreté, se battent tous les jours pour réussir leur scolarité, comment est-ce qu'il y a une cohésion entre musulmans et chrétiens pour combattre la pauvreté. Lorsque vous faites participer des jeunes à ce type de projet, le résultat, il est à 99% positif. Moi, je ne vois aucun de ces jeunes qui a été impacté par le discours haineux, radical de certains mouvements extrémistes, ou mieux encore, qui basculent dans la délinquance ou l'argent facile, parce qu'il y a une maturité qu'ils ont pu avoir durant cette expérience de vie, parce que moi je crois beaucoup dans les expériences de vie. Quand vous êtes jeune, fille ou garçon, vous allez vivre ce genre d'expérience, ça fait prendre chez vous il y a une prise de conscience qui est exceptionnelle, et qui vous donne une maturité, et surtout quelque chose de très important, l'esprit critique. Et ça renforce la personnalité des jeunes, et ça évite. On ne sait pas généraliser à tous les jeunes, évidemment. Je prends l'exemple de Molenbeek, il y a 30 000 jeunes de moins de 25 ans. Ce serait compliqué de pouvoir organiser ce type de projet. Mais en tout cas, avec un public cible, ce que j'appelle moi un public à risque, il y a moyen de faire un travail de fond. Et pour ça, il faut une volonté politique, malheureusement, qui n'a pas été présente ces 6 dernières années. Comment votre parti envisage-t-il de collaborer ou de se distinguer des autres formes politiques présentes à Molenbeek? Mais notre programme, il a le mérite d'abord d'avoir été élaboré avec la population. Élaboré avec la population et les personnes qui ont participé à la rédaction de ce programme, c'est un programme qui est tout à fait réaliste. C'est pas comme certains partis qui viennent avec un programme de 200 pages où il y a 99% qui seraient, d'abord, personne ne les lit.
ces programmes-là. Et en plus, il n'y a rien qui va être mis en œuvre parce que c'est beaucoup de blabla, comme dirait l'autre, et il n'y a pas beaucoup de choses qui pourraient être aisément mises en place. Nous avons des propositions très concrètes qui correspondent à des attentes des citoyens. Il y a eu des rencontres avec différents acteurs de la société civile, des habitants, mais aussi des acteurs qui travaillent dans différentes structures communales ou paracommunales. Et donc nous avons, avec notre travail, il faut le reconnaître, en tout cas ceux qui nous suivent, nous avons fait un travail d'opposition extrêmement dur pendant 6 ans. Nous avons été vigilants. C'est nous qui avons mis le doigt sur de graves dysfonctionnements. C'est nous qui avons dénoncé des magouilles au sein de cette majorité. C'est nous qui avons fait en sorte que le gouvernement bruxellois prenne des décisions qui vont dans notre sens. On veut désigner quelqu'un à la tête de la commune parce qu'on a la bonne couleur politique, on a la proximité avec la bourgmestre, on arrange des examens pour faciliter les choses du jamais vu. La bourgmestre qui se retrouve dans une commission pour sélectionner la future secrétaire communale, alors qu'elle travaille pour elle, c'est sa directrice adjointe de cabinet. Il y a quand même des limites à ne pas dépasser. On est peut-être idiot, mais pas à ce point-là quand même. Hein. Et donc nous avons mené une opposition féroce. Et d'ailleurs, dans 99% des cas, que ce soit le gouvernement, la tutelle, ce qu'on appelle les pouvoirs locaux, qui nous ont donné raison, ou même parfois des recours qui ont été faits devant le Conseil d'État par les personnes concernées, le Conseil d'État qui nous a donné raison. Donc vous voyez, on était dans le bon. On est dans le bon parce que moi je pars du principe que quand on gère la chose publique, on doit la gérer en bon père de famille. Et il y a un cadre légal, il faut le respecter. Quels sont vos objectifs à court terme, par exemple pour les prochaines élections municipales? L'urgence de l'urgence, c'est la situation financière. C'est réorganiser l'administration. Vous venez faire aujourd'hui des démarches administratives, vous êtes accueilli dans un brouhaha, vous devez prendre des rendez-vous qui durent. Vous voulez vous marier, vous devez attendre, vous n'avez pas de réponse. En venant vers vous aujourd'hui, je lisais les messages, les très très nombreux messages que je reçois, je vois des gens qui m'écrivent, Monsieur Canous, ça fait X mails qu'on envoie, on n'a pas de réponse, on n'a pas de rendez-vous. C'est inadmissible, nous sommes vraiment au cœur de l'Europe. Molenbeek est à Bruxelles, capitale de l'Europe, et on traite les gens de cette manière-là, c'est plus possible. C'est des situations qu'on n'a jamais connues dans le passé. Oui, on a eu des problèmes dans le passé, mais de cette gravité, jamais. Prendre un rendez-vous pour l'administration, ne pas avoir de réponse, ou attendre des mois avant un rendez-vous, alors qu'il y a des enjeux au niveau de votre statut administratif. Si vous dépassez un certain délai, vous risquez de perdre même vos papiers. Et puis vous avez à côté un autre exemple qui pour moi démontre que quand on veut, on peut. Et c'est très bien, hein, je fais partie des gens qui disent qu'il fallait accueillir les Ukrainiens parce qu'ils connaissent les affres de la guerre. Et quand vous êtes Ukrainien, vous arrivez lundi, vendredi, vous avez vos papiers. Mais quand vous êtes extra-européen, ben, je peux vous dire que vous allez connaître une galère. Ce n'est pas possible. Quand je dis tout à l'heure, on a traité tous les citoyens sur le pied d'égalité, c'est ça ma priorité. C'est une bonne gestion financière, une bonne gouvernance, et alors, vite, rapidement, mettre en branle une politique pour améliorer la situation de notre administration qui aujourd'hui est en état de délabrement total. Pas à cause des fonctionnaires, les fonctionnaires donnent le meilleur d'eux-mêmes. Mais quand vous avez par exemple, on parle beaucoup de la propriété publique, quand en 2018, nous avons quitté, d'ailleurs Mme Moreau le dit lors d'un débat sur BX1, j'ai hérité d'une situation financière excellente. Elle le dit, hein, c'est moi qui le dis. Donc on ne va pas me dire que vous avez 85 équivalents temps plein pour nettoyer nos rues. C'est des gens, il faut me rappeler que c'est des gens qui ont un certain âge et ramassent nos déchets tous les jours. Hein. C'est des gens qui font un travail remarquable, il n'y a pas de sommité, mais il faut vraiment les saluer, les féliciter. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 42, dont 7 qui sont tout le temps malades. Et c'est normal, il y aura de plus en plus de malades, parce qu'il y a la charge de travail qui se déplace, et donc les gens n'en peuvent plus. Si en plus de ça, vous leur dites qu'il n'y a pas de chaussures pour aller travailler, parce qu'il n'y a pas d'argent, si en plus de ça, vous devez... J'ai mis un post sur Facebook aujourd'hui, on m'envoie des photos, monsieur Le Canous, regardez ce qui se passe dans une école, l'école 8-9, pour ne pas la citer. Les nettoyeuses prennent un caddie du Deleuze pour aller faire nettoyer les classes. Vous imaginez, un caddie du Deleuze, on dirait ZZ dans Le Père Noël est une ordure. C'est honteux, j'ai jamais vu ça, c'est une honte. On maltraite nos travailleurs qui donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est les conséquences de la politique désastreuse de cette majorité PSMR dirigée par Mme Moreau. En quoi votre parti est différent et quels changements concrets souhaitez-vous apporter à Molenbeek d'ici 5 ans? Il est très différent. Très différent parce que d'abord, c'est un mouvement citoyen. Ce n'est pas un parti politique, c'est un mouvement citoyen. Ce sont des gens qui ont envie de se mettre ensemble. Nous avons par exemple l'ancien échelon des finances, nous avons des assistants sociaux, nous avons des enseignants, des éducateurs, nous avons
Taoufik Hamzaoui qui est docteur en urbanisme et en développement territorial. Nous avons des gens issus de toutes les strates de la société molenbeekoise, des gens qui ont envie que les choses changent. Et ça, c'est notre plus-value. Ce ne sont pas des gens qui sont là pour faire carrière, ce ne sont pas des gens qui sont là pour avoir un plan de carrière professionnel, c'est des gens qui sont là parce qu'ils ont envie que les choses changent à Molenbeek. Et donc notre objectif, c'est que les choses changent. Et nous allons travailler d'abord, comme je l'ai dit, sur la bonne gouvernance, réorganiser l'administration et faire en sorte qu'on puisse répondre à tous les défis de Molenbeek et surtout aux attentes des Molenbeekoises et des Molenbeekois. Y a-t-il des personnalités ou des mouvements politiques avec lesquels vous vous sentez proche? Ici, vous savez, au niveau local, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas d'idéologie. Moi, je pense que l'idéologie, il faut la mettre de côté, c'est le pragmatisme. Moi, je monterai au pouvoir avec des gens qui ont envie que les choses changent. Et donc, nous allons mettre nos programmes respectifs sur la table et nous allons travailler sur une déclaration de politique communale. Et là, nous allons voir qui veut réellement le changement. Moi, je ne veux plus que des échevins qui sont impliqués dans la mauvaise gouvernance soient présents, par exemple. Moi, je mettrai une case, des gens qui ont sur le dos une enquête judiciaire n'ont plus la place à la tête de la commune. Ces gens-là, ils doivent rendre des comptes. Des gens qui ont fauté n'ont plus leur place à la commune. La politique, je le répète, on l'a fait pour servir, pas pour se servir. Je sais que certains confondent. Pour moi, c'est clair, net et précis. C'est des gens qui ont envie d'améliorer le quotidien de nos concitoyens. Ces gens-là, on se mettra autour de la table, quelle que soit l'orientation politique, sauf l'extrême droite, je l'ai déjà dit. Et nous nous mettrons tout en œuvre pour avoir une déclaration de politique communale qui ne soit pas seulement une déclaration de bonne intention, hein. C'est une déclaration qu'on va devoir mettre en œuvre. Hein. Et donc il y aura des règles qui vont être mises sur la table et on devra faire des consensus évidemment. Hein. Chacun vient avec la partie de son programme qu'il voudrait défendre et puis on va travailler ensemble dans l'intérêt. C'est ça l'avantage d'une majorité consensuelle, c'est qu'on mette ensemble chacun ses points de vue, ses positions pour qu'on puisse aboutir à un programme qu'on va mettre en œuvre, pas seulement juste faire plaisir comme ça à certains médias ou à certaines personnes. Non, moi je veux que dans le programme, si on dit qu'on va prendre telle mesure, je veux qu'elle soit concrétisée. Et c'est avec ces gens-là que moi j'ai envie de travailler. Quelle garantie pouvez-vous donner concernant votre engagement à long terme pour la commune? Vous savez, quand j'ai commencé à faire de la politique, pour que les téléspectateurs comprennent bien, ce qu'on appelle la politique, c'est le dégoût de la politique. C'est pas rien d'étonnant, hein. C'est le dégoût de la politique. Moi j'avais un rejet des partis traditionnels dès mon adolescence. Et à un moment donné, on s'interroge, on se dit pourquoi est-ce qu'on fait de la politique? Est-ce qu'on regarde le bord du ring, on regarde, on critique et puis ça va pas, on détourne la tête? Ou sinon, on monte sur le ring. Moi, je ne viens pas de Hucle, hein. Mon père moi n'était pas ministre. Hein. Moi, je ne suis pas Madame Moreau, hein, dont papa était ministre d'État, ministre de la Justice. Hein. Moi, je viens des quartiers, hein. Je suis molenbeekois de naissance. À un moment donné, quand j'ai vu comment les choses allaient, je me suis dit, moi, je vais monter sur le ring. Et c'est comme ça que je me suis engagé. Et le premier slogan que j'ai utilisé, c'est quoi? C'est toujours le même. Premier slogan. Pas de promesse, mais un engagement sincère. Ce que moi, je m'engage à faire, c'est de donner le meilleur de moi-même avec les gens qui sont autour de moi. On a une magnifique équipe de gens compétents et compétentes. Et l'objectif qui est le nôtre, c'est d'améliorer le quotidien des Molenbeekois. Il y a des mesures que nous allons, symboliques certes au début, que nous allons mettre en place, qui vont montrer que, justement, le pouvoir, la gestion, doit être totalement transparent et que les Molenbeekois se réapproprient l'administration. C'est très important. C'est très important. Aujourd'hui, il ne faut pas être bourgmestre, avoir une voiture avec un chauffeur. D'ailleurs, c'est une des premières mesures que moi je prendrais si je suis bourgmestre. Si demain les Molenbeekois font confiance, il n'y aura plus de voiture pour le bourgmestre. Le poste du chauffeur sera un poste qui sera octroyé à l'administration pour renforcer l'administration. Les bourgmestres et les échevins sont très bien payés à la tête d'une commune comme la nôtre, n'ont pas besoin de voiture. Si vous voulez une voiture, tu viens avec ta voiture, ou tu fais ce que nous on a fait les années précédentes, tu prends le métro, on vend des mérites de notre transport public, je crois qu'on doit montrer l'exemple. Ça, c'est une des premières mesures que moi je prendrais. Il n'y a plus de voiture pour le bourgmestre. S'il veut venir avec une voiture, il prend la sienne ou il prend les métros. C'est symbolique, hein, c'est pas ça qui va régler le problème. Ça démontre ô combien on descendra, on se mettra au niveau de la population. Et ça, c'est déjà un premier acte qu'il faudra poser. Merci à vous d'être ici. Je vous remercie pour votre invitation. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie.